Merci mon cher Jean. C'est un exercice difficile de parler après Daniel Rondeau et François Villeroy. C'est un peu comme séduire Marilyn Monroe après Gregory Peck et Cary Grant. J'espère que j'ai une moralité plus forte que celle de Sinatra. Et puisqu'on a parlé de la CGT, parlons des trotskistes. J'adore les trotskistes parce que ce sont des gens extraordinairement organisés et précis. Et quand quelqu'un leur parle, ils disent toujours « D'où parles-tu, camarade ?» Je crois qu'il faut que je commence en vous disant d'où je parle. Pourquoi est-ce que je viens vous parler aujourd'hui? À quel titre? Je parle comme observateur intéressé et sensibilisé parce que jeune, très jeune, à la fois par tradition familiale et parce que mon beau-père, Georges de Grandmaison, qui a longtemps présidé une autre association en charge du patrimoine, m'y ont initié et éveillé, j'ai porté de l'attention à ces sujets. Je parle comme modeste acteur parce que depuis le début de notre mariage avec mon épouse, nous nous sommes efforcés de redonner vie à des monuments qui n'étaient pas des monuments familiaux. Et puis je parle comme, je dirais, observateur économique attentif, puisque AXA est à la fois le premier assureur mondial d'objets d'art et amené dans une soixantaine de pays à assurer des biens qui, souvent, parfois, sont des biens culturels. Et je crois qu'en France, nous sommes probablement, directement et indirectement, le premier assureur de monuments. Donc, ceci me donne une compréhension limitée, mais parfois précise de ce que sont les enjeux. Et je voudrais commencer par saluer ce qu'a fait Jean depuis de nombreuses années. Ça a été fait par tous les orateurs ce matin, mais je pense que c'est nécessaire de le faire pour l'action qu'il a menée. Parce que je crois que sur ce sujet, la sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes est quelque chose d'absolument essentiel. Et trop souvent, à la différence peut-être de la CGT, la voix de ceux qui contribuent à la sauvegarde du patrimoine ne se fait pas assez entendre, et Jean fait partie de ceux qui la portent haut et qui la portent fort. Je crois que ça mérite d'être souligné. Je voudrais aussi vous dire l'admiration que j'ai pour vous tous. François l'a dit, ça a été dit aussi par Daniel Rondeau, mais votre tâche n'est pas facile. Beaucoup de gens vous voient comme des privilégiés. Vous êtes en réalité des serviteurs avec un grand S, des gens qui investissaient beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, dans des circonstances parfois extrêmement difficiles, pour arriver à conserver la mémoire et à passer le relais. Dans une période dans laquelle j'ai parfois le sentiment que la devise républicaine, qui est liberté, égalité, fraternité, a été remplacée par une autre devise qui est égoïsme, égalitarisme et jalousie, je pense que c'est quelque chose qui mérite encore une fois d'être reconnu. Alors ayant dit tout cela, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin? D'abord, quelques réflexions un peu générales et que je vais vous livrer avec infiniment moins de talent que Daniel Rondeau sur, au fond, que sont les monuments et quelle image renvoient-ils d'une nation, d'une société? Comment la société a-t-elle évolué autour d'eux depuis qu'ils ont été construits et qu'ils sont restés là où ils sont? Parce que, par définition, les monuments sont des immeubles et les immeubles sont immobiles. Peuvent être vivants, mais ils sont immobiles et autour d'eux, la société change. Et ensuite, je voudrais vous dire un peu la manière dont, voilà, comme observateur intéressé et engagé, je vois le futur et comment j'essaye au fond de regarder ce que sont à la fois les défis, mais aussi parfois les très grandes opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous, s'ouvrir à nous. Les monuments d'abord et leur place. Je crois qu'il faut être lucide et convenir du fait que les monuments sont comme les cailloux laissés par le rivage par la marée. Ils sont le reflet de ce qu'est une organisation économique, sociale, politique, militaire à un moment donné. Et derrière, une fois qu'ils ont été laissés comme des traces, la société change. C'est évident quand on parle des villas romaines ou des temples grecs, mais ce qui s'applique à eux s'applique aussi aux monuments dont vous avez la charge. La société a changé et les monuments aujourd'hui ne remplissent plus nécessairement la fonction pour laquelle ils avaient été créés. Si on regarde les châteaux, finalement, et pardon d'être caricatural, mais
Il me semble qu'on peut plus ou moins les classer en 3 catégories. Il y a les châteaux militaires, il y a les châteaux entre guillemets de famille, et là, il y a les châteaux de pouvoir et de prestige. Il y a dans ces 3 cas, à l'origine, une définition extrêmement précise. Les premiers défendaient un territoire, tenaient un point clé. Les seconds étaient des unités économiques et sociales, auto-entretenues d'ailleurs très souvent, mais je pense que c'est un des problèmes actuels. Pourquoi est-ce que les familles étaient là? Elles avaient un peu plus de moyens que celles qui étaient autour, et le château n'était que le symbole construit d'une entité économique qui pouvait se survivre à elle-même parce que le rendement de ce qui l'entourait permettait d'entretenir le château et de maintenir la famille. Et les châteaux de pouvoir et de prestige, ils avaient une fonction de représentation, de symbole. C'était des symboles politiques extrêmement forts, et Madame de Vaubué a parlé tout à l'heure. Je crois que dans l'histoire de France, à côté des châteaux royaux, Vaux est le symbole le plus éclatant de ce qu'est un symbole politique devenu inacceptable pour le gouvernement de l'époque. Tout ceci a changé parce que la société a changé, et ne pas l'admettre serait une erreur. Ces fonctions initiales n'existent plus, probablement pour la première et la troisième d'entre elles, et la seconde est de plus en plus difficile à maintenir. La seconde est de plus en plus difficile à maintenir parce que les familles ont changé et parce que l'économie a changé. Un de mes amis très chers, qui est Bertrand Lenaille, que je crois Jean a cité ce matin et qui, dans cette matière, connaît énormément de choses, m'a fait un jour la démonstration simple qu'au fond, jusqu'au milieu du siècle dernier, une maison entourée de 200 hectares pouvait à peu près vivre sur elle-même. C'est-à-dire que les revenus des terres et des bois qui l'entouraient permettaient à peu près de payer l'entretien de la maison et donc de maintenir la famille sans qu'elle n'ait besoin d'autres sources de revenus. Et de façon absolument implacable, il m'avait, c'était il y a quelques années, démontré qu'au fond, aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'autres sources de revenus, ce modèle économique ne tenait qu'une dizaine d'années, parce qu'il fallait à peu près fait d'entretien, de gardiennage, etc., vendre 1/10 du foncier par an. Donc, les vieux modèles sont soit morts, soit mis en péril, et il faut l'admettre. Ça ne veut pas dire que l'importance de ce que représente l'ensemble de ces monuments a diminué. Je pense au contraire qu'elle a augmenté, parce que, comme l'a dit de façon brillantissime Daniel Rondeau, ces monuments, ce sont notre mémoire c'est notre identité c'est bien sûr quelque part notre passé, mais c'est aussi notre futur. Je pense que les individus, comme les corps sociaux, comme les organisations quelles qu'elles soient, sont comme des arbres. Ils ne peuvent pas pousser s'ils n'ont pas de racines. Leurs racines plongent dans la terre, pour nous c'est dans le passé, et leurs cimes regardent vers le futur, mais pour que l'une existe, il faut que l'autre soit là. Et donc si nous ne savons pas préserver ces monuments, leur redonner du sens, quelque part les réinventer, mais les préserver, je pense que c'est notre identité que nous perdrons, et que le risque c'est effectivement de voir le paysage français ressembler à ces banlieues improbables qui sont effectivement devenues les mêmes dans à peu près toutes les villes du monde. La seule chose qui change, c'est l'ordre dans lequel sont organisées les enseignes, en réalité. Parce qu'en plus, maintenant, les enseignes sont à peu près les mêmes, à peu près partout. Donc c'est d'une tristesse, d'une banalité et d'une conformité affligeante. Donc vous êtes là pour nous aider à conserver notre identité, et à ce seul titre, vous êtes indispensables. Et vous êtes évidemment le pendant de ce que fait l'autre grand acteur, qui est l'État, et sur lequel il ne faut pas, je crois, se leurrer. Nous ne pouvons plus attendre grand-chose de lui. Nous ne pouvons plus attendre grand-chose de lui. Nous pouvons attendre de la bonne volonté, et je sais que Vincent Bergeot est là et qu'il remplit sa tâche difficile et avec des moyens qui sont souvent réduits, avec beaucoup de talent. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons plus en attendre grand-chose? Parce que le modèle économique de l'État, lui aussi, a changé, et que nous sommes dans une équation économique dont nous ne voyons pas très bien comment elle va s'améliorer dans un avenir proche. Donc se tourner vers l'État, comme le font trop de nos compatriotes, en lui demandant d'apporter la solution et l'argent, c'est juste un combat qu'il ne faut même pas commencer à mener, parce qu'il est absolument sans espoir. N'espérons rien de lui,
Ce qui ne veut pas dire, au moins sur le plan financier, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire. Une des choses que nous pouvons regarder et demander, c'est au fond s'interroger sur ce qu'est la réglementation, quels sont les cas dans lesquels elle aide. Et la France a une législation en matière de monuments historiques, notamment sur le plan fiscal, qui n'est pas si mauvaise que ça, quand on la compare à beaucoup d'autres. Mais il y a aussi des domaines dans lesquels la réglementation gêne. Et quand la gêne n'est pas compensée par ce qu'ont pu être, ou ce que pouvaient être les aides, on peut se demander si cette gêne ne doit pas disparaître. Je pense qu'il y a un discours à développer sur le thème rendez-nous notre liberté sur certains sujets. J'adore dans d'autres domaines expliquer que si le principe de précaution avait existé sous Pasteur, on n'aurait probablement jamais inventé le vaccin. Je pense que si la réglementation sur l'urbanisme avait existé sous Louis XIV, on n'aurait jamais construit Versailles, et que dans un certain nombre de cas, il y a des domaines qui ne sont pas des domaines anecdotiques, dans lesquels techniquement votre vie pourrait être assez sensiblement simplifiée si les contraintes bureaucratiques accumulées étaient démantelées. Et une des suggestions que je voulais faire à Jean, c'est de recenser la longue liste des choses qui grattent et sur lesquelles on pourrait assez facilement aller voir Guillaume Poitrinal et Thierry Mandon, qui sont chargés d'une mission de simplification, pour leur suggérer ce qui, en matière de patrimoine privé, permettrait à ceux qui y consacrent leur temps, leur énergie et leur dévouement de faire des choses constructives plutôt que dans un certain nombre de cas demander des autorisations ou remplir des formulaires. Je voulais revenir sur le fait que le modèle économique a changé, le modèle social a changé aussi. Le modèle économique, je vous ai donné l'exemple qu'évoquait avec moi Bertrand Lenaille, le modèle social a changé, il ne faut pas que nous nous leurrions, tous dans nos familles, nous n'avons plus le même rapport au lieu que celui de nos parents ou de nos grands-parents. Refuser de le voir, refuser de l'admettre n'est pas le moyen de transmettre dans les meilleures conditions le patrimoine que nous voulons protéger à nos enfants. Nous nous déplaçons davantage. Certains de nos enfants sont installés ou vont s'installer à l'étranger et il faut l'accepter pour regarder comment cela va influer sur ce que seront les modèles de préservation et de transmission. Je crois qu'il ne faut pas essayer, si on veut que les solutions soient durables, d'imposer aux générations qui suivent des modèles qui ne fonctionnent plus. Je sais que c'est quelquefois délicat et difficile à dire, mais nous nous le voyons comme assureurs, parce que les assureurs, c'est un métier qui est fait pour les gens un peu moins intelligents que les banquiers, parce qu'on dit que nous prenons l'argent d'abord, parce que nous ne savons pas comment arriver à le faire rendre. Et que donc le moyen le plus simple est de le prendre pour le conserver. Voilà. Mais les assureurs regardent les choses sur le long terme, sur plusieurs générations. Très souvent, nous sommes, chez nos clients, confrontés à ce que sont les logiques de transmission de patrimoine. Et très souvent, nous voyons que les situations difficiles sont des situations qui font coexister deux choses: l'absence de préparation et l'absence de flexibilité dans le modèle que l'on cherche à perpétuer. Il faut savoir être flexible. Quand la société a changé autour de vous, le bien immobile dont on est dépositaire, il faut savoir faire évoluer l'ensemble de l'écosystème qui l'entoure, et ça va jusqu'à accepter des modes de détention qui peuvent être différents, accepter des modes de vie qui peuvent être relativement différents. Alors quand on se projette vers l'avenir, est-ce qu'il y a des raisons de désespérer et est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Il y a quelque chose que je trouve relativement préoccupant, qui est que je crois que la France compte 35 000, 36 000, je ne sais pas, monuments privés, et qu'il faut être assez clair sur le fait que l'entretien de ces monuments coûtant de plus en plus cher, les vieux modèles d'entretien de ces bâtiments par le foncier qui les entoure ne marchant plus et n'ayant pas d'espoir
de remarché, sauf peut-être pour ceux qui sont en périphérie des villes et sur lesquels il y a du foncier bâti qui permet de générer un certain nombre de revenus locatifs pas tout à fait négligeables. Mais si ces modèles sont morts, la seule source qui permet de les alimenter, c'est la génération de revenus par ailleurs. Et compte tenu de ce qu'est la situation de revenus et de patrimoine des Français, il me semble fort peu probable qu'on trouve une solution pour la totalité des monuments. C'est triste à dire, mais je crains que ce ne soit comme ça. Ça n'est d'ailleurs pas que le problème des propriétaires privés, c'est aussi le problème des communes et le problème de l'État. Chaque village de France a son église. Combien de villages sont encore capables d'entretenir leur église? Et combien d'églises restera-t-il dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Je pense que c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est le côté négatif. Le deuxième côté négatif, c'est effectivement ce que je soulignais sur l'évolution de la trame sociale, c'est-à-dire des familles qui n'ont plus exactement la même structure et en tout cas pas la même immobilité que ce qu'elles avaient il y a 2 ou 3 générations. Ça peut être vu de façon relativement pessimiste. En même temps, je trouve qu'il y a des sources d'espoir qui sont probablement plus fortes que celles qui existaient il y a 10, 15 ou 20 ans. Pourquoi? Parce que la vitesse de transformation du monde est absolument sans équivalent. Parce que nous sommes juste au début de l'accélération du progrès technologique. Je m'amuse à lire souvent d'ailleurs les articles d'un certain nombre de gens qui pensent que le progrès a atteint un plateau. Je pense que c'est tout à fait faux. Je pense que quand on regarde ce qui se passe en matière médicale, quand on regarde ce qui se passe en matière de traitement des données, quand on regarde ce qui se passe en matière de fabrication industrielle, nous sommes dans une période qui est comparable à la fois à la Renaissance et à la Révolution industrielle. C'est-à-dire une période dans laquelle toutes les situations existantes sont rebattues, une période dans laquelle les menaces sont devenues asymétriques, et une période dans laquelle tout est possible à des effets d'échelle qui n'ont jamais été envisagés auparavant. Un certain nombre d'entre vous m'ont déjà entendu dans d'autres cadres, mais moi il y a 2-3 choses qui me frappent de façon tout à fait forte. La première, c'est que 2 individus dans un garage aujourd'hui ont potentiellement, s'ils ont une très bonne ou une très mauvaise idée, autant de puissance que des États établis ou que des grandes entreprises séculaires. Formidable menace, mais formidable source d'espoir. Je vais vous donner 2 exemples. Kodak était la première entreprise photographique du monde en 2003, avait découvert tout ce qu'il fallait découvrir en matière de photo numérique, existait depuis plus de 100 ans, employait 145 000 personnes, 10 ans plus tard elle a disparu. Et qui l'a remplacé? D'autres services, d'autres biens, mais un garçon de 19 ans qui dirige une entreprise qui s'appelle Snapchat, et un parmi d'autres, qui vaut aujourd'hui 19 milliards de dollars, et qui n'a pas encore produit un centime de résultat. Si vous aviez dit, il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, dans le modèle d'avant, que pouvaient diriger des organisations ayant plus de 500 millions de clients, des gens dont l'âge moyen était compris entre 18 et 30 ans, on vous aurait rayonné, donné un billet pour le psychiatre et probablement assez largement commenté dans les dîners en ville. C'est la réalité. Et cette réalité-là, elle est porteuse d'espoir pour tous les gens qui ont de bonnes idées. Et c'est le message que je voudrais passer aux jeunes entrepreneurs qui sont dans cette salle. C'est-à-dire que je crois que jamais notre époque n'a été aussi propice aux visions longues et aux bonnes idées. Pourquoi? Parce que quand on est en face d'un changement qui est un changement qui aura un impact plus que séculaire, et là encore, Internet, c'est la même chose que l'imprimerie sous la Renaissance. L'imprimerie sous la Renaissance, c'était faire sortir le savoir du nombre limité de mains qui le détenaient pour le mettre dans un nombre de mains considérablement accru à un coût considérablement diminué. Ça a généré des bouleversements économiques, ça a généré des bouleversements politiques. Je pense personnellement qu'il n'y aurait pas eu de guerre de religion en Europe s'il n'y avait pas eu l'invention de l'imprimerie. C'est ça qui a permis de diffuser le savoir et la libre interprétation du savoir. Nous sommes à la veille de quelque chose d'équivalent,
qui peut générer un certain nombre de choses négatives, mais qui générera un certain nombre de choses positives. Tous ceux qui ont un projet entrepreneurial centré autour du patrimoine doivent savoir que jamais, si leur idée est bonne, les effets d'échelle potentiels n'ont été aussi élevés. Et ça, je pense que s'ils savent, plutôt que de regarder le passé et d'essayer de reproduire des modèles anciens qui ne fonctionnent plus, se tourner vers l'avenir et inventer ce que vont être les modèles économiques de demain qui permettront de préserver les maisons, les monuments, les biens dont ils s'occupent, ils ont beaucoup plus de chances que n'en avaient leurs parents ou leurs grands-parents. Pourquoi? Parce que le coût des effets d'échelle est devenu quasi nul. J'ai été très frappé, vous allez me dire que la comparaison est un peu tirée, mais j'ai eu une assez longue conversation il y a quelques mois avec un Chinois assez étonnant qui est Jack Ma, qui est le créateur d'Alibaba. Et il était venu, il préparait son offre publique, il était venu en France, et il m'a expliqué, un peu à ma surprise amusée, qu'au fond il était le principal bienfaiteur des petits producteurs de cerises de l'État de Washington. J'ai regardé, j'ai dit, expliquez-moi. Il m'a dit, oui, c'est extrêmement simple. Il faut comprendre que ces technologies nouvelles donnent aux individus un accès à la collectivité universelle qu'ils n'ont jamais eu. Parce que cet accès est instantané et que cet accès est à un coût nul. Et c'est très simple. Des cerises, on en trouve à Pékin et à Shanghai, dans les marchés. On n'en trouve pas dans les villes de 2e, 3e, 4e, 5e catégorie. Et dans l'État de Washington, il y a des producteurs de cerises qui ne savent pas où écouler leur production. Eh bien, on a organisé quelque chose qui leur permet de vendre par Internet leur production de cerises à des consommateurs chinois qui se trouvent à des milliers de kilomètres. Mais la logistique étant ce qu'elle est aujourd'hui, ces biens peuvent être vendus et délivrés dans des conditions de profitabilité satisfaisantes pour l'ensemble des acteurs de la chaîne, chose qui aurait été absolument impossible et inconcevable il y a 5, 10, 15 ou 20 ans. Et nous en sommes juste au début. Donc, que faut-il dans ces cas-là? Il faut avoir un bien désirable et il faut avoir une bonne idée. Les biens que vous avez restent désirables, même si la société a changé, même si les modèles économiques anciens ne fonctionnent plus. Ce que vous représentez, c'est une partie de l'image de la France. Ce pays traverse des difficultés qui sont des difficultés très lourdes. Il est devenu non plus un modèle de réussite, mais malheureusement trop souvent un objet d'apitoiement ou de dérision à l'extérieur, mais il conserve quelque chose qui est l'image de son histoire. Vous êtes un des morceaux de cette image. Je me déplace souvent dans le monde, j'entends ce que disent les dirigeants étrangers sur la France, il n'y en a pas un qui ne fasse pas référence à l'histoire. J'ai vu avant-hier le président égyptien quand il est venu en France, pour lui expliquer que nous voulions développer nos affaires chez lui. Il m'a parlé pendant 10 minutes de Napoléon, de l'expédition d'Égypte, du rôle qu'avait joué la France, du rôle fondamental qu'avait joué dans l'appréhension du patrimoine historique égyptien, la description de l'Égypte faite par les savants qui avaient accompagné Napoléon, et de la volonté qu'ils avaient de conserver ces liens culturels et patrimoniaux avec la France. Ils n'avaient aucun besoin de m'en parler, franchement. Je m'attendais en réalité pas vraiment à ça. Dans tous les grands pays du monde, l'image de la France, l'image de ce qu'a été l'influence française est là. Et ça, pour vous, c'est extraordinairement positif parce que vous portez une partie de cette histoire. Donc mon message est très simple. Regardez à long terme, réinventez vos modèles, soyez lucides. Ne pensez pas que ce qui a marché depuis 100 ou 150 ans marchera dans les 100 ou dans les 150 ans qui viennent. Quand un changement est inévitable, il vaut mieux se décontracter pour en profiter. Donc comme nous y sommes, regardez avec lucidité, vous avez porté ces maisons et ces monuments jusqu'à aujourd'hui, acceptez que ceux qui les porteront demain puissent avoir des organisations et des modèles différents, et ceux qui les portent pour demain, ou ceux qui veulent emporter demain, débridez votre imagination,
parce que jamais nous n'avons été dans un monde dans lequel croire et oser n'a eu autant de signification. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin.